Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, en plus il fait super beau, je suis en t-shirt dans mon jardin et franchement tout est fait pour parler de choses sympathiques, de la biodiversité, du beau temps, des petits animaux qui font à droite à gauche. Bon, j'aurais pu faire ça. Sauf que ce que je vais plutôt vous proposer, c'est parler boulot. En fait, là, par rapport à des questions qu'on m'a déjà posées, je vais vous faire une série de vidéos pour vous parler du métier de chercheur et de tout ce qui tourne autour du métier de chercheur. À savoir quels sont les différents métiers qu'on peut faire dans un laboratoire, en quoi ça consiste, quels sont les diplômes qu'il faut avoir. On va parler en fait de tout. C'est-à-dire on va parler argent, aujourd'hui on va parler de ça, quelles sont nos activités, etc., etc. Donc en fait, je vais essayer d'être simple, d'être tout à fait honnête avec vous, de vous dire les choses de manière cash et de parler un peu de tout. Donc si vous le souhaitez dans les commentaires sur la vidéo, je vous engage à me mettre des questions. Si vous voulez que je traite de tel ou tel sujet, comme ça j'en prendrai connaissance et derrière je vous ferai des vidéos sur ces questions qui pourraient vous intéresser. Alors aujourd'hui, on va commencer très simple, parlons argent. Alors quand je dis que parlons argent, vous avez forcément entendu parler dans les médias que tous les chercheurs, on se plaint en général du manque d'argent, qu'on ne peut pas travailler dans les meilleures conditions, etc. etc. Eh bien malheureusement, bah oui, c'est un peu vrai quoi. Alors pour être très clair, comment fait-on pour faire de la recherche en France, même au niveau international, au niveau monétaire? Eh bien, dans un laboratoire, on a ce qu'on appelle les tutelles. Alors les tutelles, ça peut être quoi? Ça peut être l'université, ça peut être le CNRS, l'INSERM, l'INARE, etc. Donc il y a différents organismes d'enseignement et ou de recherche qui vont financer des laboratoires. Donc dans mon laboratoire, moi j'ai de l'argent, comme c'est une UMR, c'est-à-dire une unité mixte de recherche avec deux tutelles, l'université et le CNRS. Donc dans mon laboratoire, on touche de l'argent des deux tutelles, l'université et le CNRS. Sauf que l'argent que l'on reçoit, c'est pas énorme. C'est-à-dire que si on veut faire de la recherche, c'est-à-dire de payer le salaire d'étudiants par exemple, qui sont en stage, ou de gens en CDD, ou acheter des machines qui servent à la recherche, parfois des machines très onéreuses, et les frais de tous les jours, acheter du petit matériel, les frais de déplacement sur le terrain quand on a des manips dans la nature, et bien, si on fait la somme de tout cet argent nécessaire au fonctionnement de nos recherches, eh bien l'argent qu'on touche par les tutelles ne suffit pas. Moi, je vous donne un exemple. Je touche que quelques milliers d'euros, j'ai même moins de 5000 € par an de tutelle pour mes propres activités de recherche. Donc avec ça, on ne peut pas faire grand-chose finalement. Donc face à ce constat, alors effectivement le nombre de chercheurs est quand même relativement conséquent en France. Vous imaginez que si on devait augmenter énormément l'argent versé aux chercheurs pour qu'ils puissent réaliser leur recherche, et à tous les chercheurs, quels que soient les domaines scientifiques, qui vont des sciences humaines aux mathématiques, la physique, la biologie, etc. En fait, les budgets alloués à ça par le gouvernement, il faudrait sérieusement les augmenter. Donc c'est pas le cas, c'est pas la politique actuelle en tout cas. Donc, comme on ne peut pas faire toutes nos activités de recherche avec l'argent versé par le ministère, eh bien les chercheurs, comme moi, on est obligé de répondre à des appels d'offres de financeurs potentiels, alors qui sont à tous les niveaux. On a des appels d'offres au niveau de l'Europe, donc pour faire des collaborations entre différents laboratoires au sein de l'Union européenne, donc ce qui est extrêmement intéressant. Et les sommes qui sont allouées à ces projets peuvent être conséquentes, c'est vrai. Ensuite, vous avez des appels d'offres qui sont faits au niveau national. On a l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, donc au niveau français, qui peut financer des activités de recherche. On a aussi des appels d'offres qui sont faits par d'autres ministères, comme le ministère de l'Agriculture, par exemple, sur des choses qui peuvent toucher des intérêts en termes de production animale ou de production végétale. Après, il y a d'autres systèmes qui peuvent financer au niveau national. Et on a des systèmes de financement au niveau local. Quand je dis local, attention, c'est au niveau régional ou au niveau départemental. Donc vous pourriez me dire que finalement, on a le choix. Il y a beaucoup de sources de finances.
c'est vrai, mais que ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que le nombre de chercheurs est plutôt conséquent. Et que le nombre de financements potentiels n'est pas si vaste que ça. Ce qui fait que quand on a un appel d'offres et qu'on veut y répondre, en fait on n'est pas tout seul. Il y a plein de chercheurs qui vont aussi, eux, proposer un projet de recherche. Donc il y a une concurrence qui est énorme. Ce qui fait qu'au final, quand on réfléchit bien, on a, allez, en termes de chance d'avoir un financement, ça tourne entre 0 et moins de 10%. Et c'est sérieusement inférieur à 10% en général. Donc la foire d'empoigne est énorme, si vous voulez, pour obtenir un financement. Et quand je parle de financement, c'est pas 5 000 euros. Ça peut aller de, on va dire sur l'année, de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à des millions d'euros. Alors effectivement, c'est pas pour un chercheur. En général, c'est pour un projet. Et un projet qui réunit différents chercheurs qui ont décidé de travailler ensemble et de collaborer. Donc le problème, il est là. On est obligé, pour faire de la recherche, comme les ressources apportées par nos tutelles ne suffisent pas, eh ben, c'est de regarder les appels d'offres, que ce soit au niveau local jusqu'au niveau européen, même au-delà. Hein. On a des projets aussi entre autres pays que l'Europe. Donc il faut regarder ça. Et quand on a un appel d'offres, quand on pense que nous, on a des compétences et on a des sujets qui pourraient rentrer dans l'appel, parce que les appels sont très ciblés, hein, il y a des mots-clés, il y a des sujets, il y a des thèmes qui sont vraiment spécifiques, eh bien, on doit rédiger un projet, mais très détaillé. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment va-t-on le faire? Avec qui allons-nous le faire? Combien de temps ça va nous prendre? De quoi avons-nous besoin en frais? Il faut tout détailler. Et avant de partir dans cette phase rédactionnelle, eh bien évidemment, il faut trouver des partenaires. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des collègues dans notre propre laboratoire ou dans des laboratoires ailleurs en France ou ailleurs dans le monde. Il faut travailler ensemble. Donc il va falloir discuter d'abord. Quand on voit l'appel d'offres apparaître, on discute. Est-ce qu'on est d'accord pour travailler ensemble? Si oui, sur quoi? Il faut se mettre d'accord sur le projet scientifique en lui-même. Et après, ben, il faut se lancer. Il faut rédiger le projet, ce qui ne se fait pas en 5 minutes, hein, croyez-moi. Ça prend des jours. Et derrière, ben, il faut voir qui fait quoi, avec qui on travaille. Et ensuite, quand on a un budget qui est alloué dans l'appel d'offres, ben, il faut se partager les fonds. C'est-à-dire qui a besoin de quoi, de combien, et est-ce qu'en dispatchant entre les différents partenaires du projet, est-ce que le budget alloué par l'appel d'offres est suffisant. Donc, mon métier de chercheur, outre la recherche, outre l'enseignement, parce que je suis aussi enseignant, eh bien, c'est surtout de rédiger des projets pour essayer avoir de l'argent pour travailler dessus. Donc, c'est en fait un parcours du combattant pour avoir ces budgets. Alors effectivement, quand vous avez un projet qui est financé, bah, c'est super. Vous avez de l'argent pour travailler, vous avez un projet qui est bien construit en général, et vous avez des partenaires, des collègues avec qui travailler. Et souvent, bah, on a aussi des projets avec des collègues qui sont dans d'autres pays, ce qui est passionnant en soi, parce qu'on peut voir comment ça se passe dans les autres pays, et surtout, on a des compétences apportées par tous les collaborateurs qui sont complémentaires. Donc voilà un peu comment ça marche, le monde merveilleux de la recherche scientifique. On peut faire un peu de recherche, il faut être honnête, hein, avec l'argent que nous versent nos tutelles, mais on ne peut pas aller bien loin. Donc on est obligé de faire un travail de financier en quelque sorte. Enfin, j'exagère un peu, mais un petit travail de financier dans le sens qu'il faut construire des projets, il faut, je dirais, réfléchir à tous les points où il faut dire combien on a besoin en argent. Alors, tous les points, je m'entends. C'est le fonctionnement, c'est les frais de fonctionnement du laboratoire sur la durée du projet. Donc achat du petit matériel, des tubes, des choses comme ça. On a des frais on va dire, de salaire. Alors pas pour nous sommes fonctionnaires en France, on ne se fait pas payer sur les projets. Mais par contre, on peut être amené à recruter des gens en CDD. Alors ça peut être quelqu'un en thèse, ça peut être quelqu'un qui a déjà un doctorat, qui va venir sur un CDD qu'on appelle un postdoc. J'en parlerai dans une autre vidéo ça. Mais qui va venir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur le projet. Ou alors on recrute des gens en CDD au niveau ingénieur ou technicien. Donc il faut les payer sur le projet. Alors c'est que des CDD évidemment. Et à côté de ça, on a aussi des lignes budgétaires sur l'équipement.
Parce qu'effectivement, vous doutez bien que dans la recherche, quand on travaille sur la chimie par exemple, ou sur le comportement d'animaux, on peut être amené à utiliser du matériel qui est très onéreux, comme je sais pas moi, des chromatographes qui permettent de séparer les molécules pour les étudier. Ben, le prix monte à des centaines de milliers d'euros. Donc ça vous explique pourquoi avec un budget alloué par l'État, ben, on ne peut pas acheter ce type de matériel. Sauf sur des appels d'offres très spécifiques sur que de l'équipement. Ça existe, ceci dit. Mais parfois, on achète du matériel sur nos projets. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça, il faut construire les lignes budgétaires, il faut essayer de penser à tout, parce qu'on ne peut pas revenir dessus après. Et derrière, ben, une fois que c'est financé, ben, voilà, ben, à nous de faire le travail. Et c'est comme ça qu'on peut faire de la recherche, parfois de la bonne recherche, j'espère, et trouver des résultats qui font avancer nos connaissances ou qui nous permettent parfois de trouver des solutions sur des problèmes actuels. Donc voilà cette première vidéo sur le métier de chercheur, qui n'est pas que chercheur, ou alors chercheur d'argent, certains diront, mais c'est pas tout à fait faux. Donc ça veut dire qu'on passe quand même beaucoup de temps à essayer de monter des projets, de trouver de l'argent pour les faire, de trouver des partenaires également avec qui travailler, et parfois ça peut prendre 1 an à faire un projet, et si ça marche, eh bien on est financé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans derrière. Ou alors on fait des projets qui sont annuels et qui sont faits chaque année. Et ce que j'avais oublié tout à l'heure, on peut aussi avoir des partenariats industriels avec des entreprises qui peuvent financer aussi de la recherche. Enfin, j'ai eu cet exemple-là il n'y a pas bien longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses. Je vais prévoir d'autres vidéos pour parler de d'autres aspects liés au monde de la recherche, c'est-à-dire comment on fait de la recherche, quels sont les différents métiers, quels sont les diplômes qu'il faut avoir, l'expérience qu'il faut avoir, enfin, toute question qui pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur la partie commentaires de cette vidéo. Demandez-moi, posez-moi des questions sur des sujets qui pourraient vous intéresser et j'essaierai de les traiter dans de prochaines vidéos. Passez une bonne journée. Ciao.